Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Expérimentation a été réalisée le 24 avril 2021. En parlant d'expressivité, cela me rappelle ce qui se passe lors d'une canalisation. Quand je canalise, j'ai l'impression que quelque chose au plus profond de moi veut sortir, et je ne peux pas le contrôler. Comme si chaque cellule de mon corps disait « j'ai besoin de vivre cela ». Et c'est là que ça se produit, une force interne qui en moi, mais qui en même temps ne fait pas partie de ma personnalité, prend le contrôle de mon corps, devenant quelque chose que je ne suis pas. Et pourtant cela me semble familier. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois la canalisation ressemble à une pièce de théâtre, comme l'acteur qui se sent possédé par l'esprit du personnage, ce qui lui permet de l'interpréter avec plus d'affinité et d'assurance. Il crée un lien avec le personnage, l'intégrant comme sa propre vie, une partie de son être. C'est cela s'exprimer. La canalisation est une forme d'expression. Dans les premières cultures humaines, il y avait des histoires, des légendes, qui parlaient d'hommes-oiseaux, d'hommes-loups et d'hommes-arbres, et de nombreux hommes qui se transformaient en animaux, en végétaux et en minéraux. Cela s'explique par le fait que les premiers chamans apprenaient et éveillaient leur sagesse intérieure lorsqu'ils s'autorisaient à être l'objet de leur étude. Pour trouver le pouvoir, ils agissaient comme un lion ou un tigre. Pour apprendre l'équilibre, ils agissaient comme un héron. Pour apprendre la patience, ils agissaient comme un arbre. La mise en scène, cette capacité à se déplacer comme une autre chose, permettait aux cellules et à l'esprit de s'y refléter, et non seulement d'agir comme cette chose, mais aussi d'en prendre les caractéristiques. C'est pourquoi ils s'habillaient des couleurs de ces créatures et se paraient de leur peau ou de leurs plumes, exécutant des danses où ils imitaient leurs sons ou leurs mouvements. La mise en scène d'un objet ou d'un sujet permet de concrétiser son potentiel en soi. C'est quelque chose que j'ai entendu dire par des adeptes de la PNL, programmation neurolinguistique, qui affirment pouvoir éveiller des qualités chez les autres ou résoudre des conflits simplement en modifiant les attitudes physiques. Par exemple, retrouver du courage et de l'assurance en marchant plus droit, ou montrer de la confiance en cessant de croiser les bras lors d'une conversation. C'est vrai, le corps est un réseau de données qui réagissent en fonction des expériences passées, et il agit en fonction des attentes de revivre le même dénouement. Mais si l'on modifie consciemment l'action physique dans une situation où l'on agirait normalement différemment, alors le cerveau n'a d'autre choix que de reconfigurer cette donnée, et ainsi de changer l'attitude, ce qui générerait une transformation fondamentale qui te donnerait une nouvelle qualité. Waouh, je trouve ça fascinant. Ça l'est, c'est de la reprogrammation. La canalisation est un autre type de reprogrammation dans lequel tu permets aux données du réseau externe de te pousser à agir d'une manière qui élargit ton spectre d'informations. Et c'est là que tu obtiens des attributs que tu n'aurais jamais pu avoir autrement. Mais ça peut nous faire passer pour des fous. Qu'est-ce que la folie ? Eh bien, c'est ne pas avoir le contrôle de soi-même. C'est perdre les rênes sur les plans mental, émotionnel et physique. Comment savoir jusqu'où je m'exprime et canalise, et quand il s'agit en réalité d'un délire, d'un trouble de la personnalité, d'un trouble bipolaire ou de schizophrénie ? Voyons voir alors. Ce qui impose la raison chez un être humain, c'est l'éducation culturelle. Si dans ta ville, en Argentine, au milieu d'une rue fréquentée ou dans un centre commercial,
tu poses un tapis et que tu commences à t'incliner comme si tu adorais, à parler tout seul, à t'incliner et à poser ta tête par terre, les paumes tournées vers le ciel. Que crois-tu qu'on dirait? Que je suis fou. Et pourtant, en Égypte, c'est la norme. 5 fois par jour, de 4 heures du matin à 19 heures du soir. Si quelqu'un, un homme par exemple, se mettait à danser le ballet en pleine rue au Caire, que penserait-il? Que cet homme est fou. Ce qui n'arriverait pas s'il le faisait dans une rue en Allemagne, où on le verrait comme de l'art. Tout d'abord, donc, tu dois comprendre que la folie est subjective à la culture. Ce qui nous fait paraître saint d'esprit, c'est simplement une perspective de tradition et de coutume, d'une éducation liée à un groupe spécifique. Deuxièmement, toute expression en dehors de cette culture sera perçue comme de la folie, ou dans un cas particulier comme du génie, si l'environnement reconnaît l'originalité de l'action. Quand un musicien s'inspire, il canalise. Quand un artisan sculpte, il canalise. Quand un poète écrit, il canalise. L'inspiration fondée sur l'originalité d'un individu est une canalisation, provenant de canal, c'est-à-dire le fait d'être un moyen par lequel quelque chose d'intangible devient tangible. Le mot vient du grec canon, qui signifiait une verge ou une règle pour mesurer les choses. Et de là, le tuyau ou la canne, des tubes par lesquels on mesure ou fait passer des choses. Le canon artistique est un terme utilisé pour désigner les règles d'un art spécifique, mais tout repose sur l'inspiration de faire passer quelque chose d'un côté à l'autre, de l'idée à la manifestation. En quelques mots, canaliser, c'est mettre en œuvre l'idée qui est à l'intérieur. Et maintenant, ajoutons à cela ce qui se passe lorsqu'une personne se reconnaît comme multidimensionnelle, sachant que rien n'est séparé. Que ce dedans dont tu parles se trouve à l'intérieur de toutes les dimensions et qu'il pourra donc se canaliser lui-même à partir de différentes réalités. En fonction de la résonance dans laquelle il se trouve, ce que ce canal est prêt à laisser passer se produira, qu'il s'agisse d'eau pure ou d'eau usée. Lorsqu'une personne vibre à un niveau bas, les égouts obstruent les canaux quantiques de l'être, une sorte de mauvais cholestérol au niveau éthérique qui conditionne le flux énergétique du corps en obstruant les canaux. Cela empêche l'information de circuler naturellement, provoquant des troubles de la perception qui entraînent un dysfonctionnement neuronal, aboutissant finalement à la bipolarité et à la schizophrénie, comme bien d'autres. La seule chose qui différencie donc une maladie mentale d'une canalisation artistique ou informative, c'est l'état vibratoire de la personne, qui rend ses canaux purs ou impurs, ce que l'on traduirait par état émotionnel. Une mauvaise gestion de l'émotion est ce qui conduit une personne incapable de maîtriser sa conscience à devenir victime de son inconscience. À quoi ressemblerait une bonne gestion des émotions? Reconnaître que toute émotion m'appartient et que personne de l'extérieur ne peut déterminer mon émotion. Je suis le seul à permettre que les choses m'affectent. Une mauvaise gestion émotionnelle, c'est ne pas reconnaître les différents agents sociaux, les individus qui nous entourent, et mélanger son monde intérieur avec le monde extérieur, en oubliant le libre arbitre des autres, en impliquant les autres dans ces histoires de manière envahissante et contrôlante, et surtout en se faisant du mal à soi-même, au point d'en faire du mal aux autres. Je comprends. C'est à cause de cette vision que nous avons des fous, que les gens ont peur de s'exprimer, de se montrer, de canaliser leurs émotions, croyant qu'en le faisant, ils perdraient le contrôle des choses, alors que ce n'est pas l'expression qui est le problème, mais la mauvaise gestion des émotions avec lesquelles on s'exprime. La répression constante, après des années d'imposition culturelle, fait que de nombreuses émotions se sont figées, comme la honte, la colère, la rancœur, la luxure, et bien d'autres encore, qui, au moment d'exprimer le potentiel intérieur, cherchent une échappatoire en décorant, en tâchant, en barbouillant ce pouvoir intérieur de ces émotions sales qui, n'ayant pas été évacuées avec sagesse au fil des ans,
émergent ensemble de manière violente et chaotique. Comment s'exprimer avec sagesse? Par expérimentation, évidemment. Le deuxième des piliers ou fondements de l'existence universelle est la capacité d'essayer, de jouer avec la réalité, de se permettre de tout ressentir, de tout vivre, sans rien réprimer. Le mot expérimenter vient des mots ex, d'un endroit à un autre, periri, essayer, tenter sa chance, et mentum, outil, moyen. L'expérimentation est l'action de tenter quelque chose en dehors de ce qui est établi. Nous avons tendance à associer l'expérimentation à l'expérience scientifique. Empirisme. Au XVIe siècle et au début du XVIIe, les philosophes ont commencé à se tourner vers les sciences telles que les mathématiques, la géométrie, la physique et l'astronomie, ce qui a généré une révolution scientifique dans la vie humaine que nous appelons le rationalisme, selon lesquels toutes choses doivent être fondées sur des aspects purement rationnels et tangibles. Cela marque une rupture entre l'âme et le corps, alors que, jusqu'alors, le monde spirituel avait guidé les réalités. À cette époque, René Descartes a prononcé sa phrase « Je pense, donc je suis », partant du principe que la pensée est le fondement de toute existence. Et ce qui existe ne peut être perçu par l'esprit que par l'expérimentation. Cela fit de lui le père de la méthode scientifique, qui marque un avant et un après dans les sciences, lesquelles commencent à se fonder sur l'expérimentation comme seul moyen d'obtenir des résultats corrects, crédibles et raisonnables. La foi ne suffit plus, car croire n'est pas une certitude, car il n'y a pas l'empirisme dans la foi. Par conséquent, toute connaissance ne peut provenir que de l'expérience empirique, une redondance si l'on veut, puisque les deux termes proviennent du mot periri en latin ou peiran en grec, empirique, être en train de tester quelque chose, expérience, moyen par lequel on teste quelque chose. Cette expérience peut être interne ou externe, mais pour qu'il y ait connaissance ou sagesse, il faut avoir passé l'épreuve de celle-ci. Bon, il est clair qu'une personne sage ne peut l'être que si elle est un exemple par son expérience. Et c'est de là que vient l'idée d'être expérimenté. Avoir de l'expérience dans un domaine nous donne la légitimité, la justification et la garantie de pouvoir faire ce que nous faisons. Or, pour avoir de l'expérience, il faut vivre l'expérience. Et dans la plupart des cas, expérimenter implique de sortir de sa zone de confort pour s'aventurer en terrain inconnu, avec des résultats inattendus. Cela engendre de l'insécurité chez la plupart des êtres culturels, attachés à une certaine façon de voir les choses. Se prive d'expérience celui qui ne voyage pas, qui ne goûte pas à d'autres choses, qui ne parle pas des inconnus, qui ne s'ouvre pas à la découverte d'une autre culture, celui qui ne lit pas de livres ou ne regarde pas de films. Se prive d'expérience celui qui attend que les choses se produisent au lieu d'agir pour qu'elles se produisent. La peur de perdre, du ridicule, du jugement, de l'ignorance, du rejet, empêche la plupart des gens de mener à bien leur processus d'expérimentation et entrave ainsi leur chemin vers la sagesse. La jeunesse de la puberté à la fin de l'adolescence est la période la plus importante pour le développement de l'expérimentation. Et on nous bloque en nous mettant dans une école où, au lieu d'expérimenter, la seule chose que nous faisons est de dévorer des livres et des contenus que nous ne pouvons pas vérifier. La méthode scientifique s'est autodétruite à travers les lumières éducatives du XVIIIe siècle, où l'on offrait davantage d'options de développement expérimental, tout en bloquant la capacité des enfants à vivre ces expérimentations en les gravant des résultats de ceux qui avaient eu la possibilité d'expérimenter. Cela ne génère que des connaissances, des données, mais pas d'éducation ou encore moins de sagesse. L'expérimentation ne consiste pas à partager des résultats, mais à rendre possible l'empirisme. Je trouve étrange qu'un esprit me dise que la clé spirituelle réside dans l'expérience scientifique. Parce que la seule manière dont quelqu'un, dans la troisième dimension, peut entrer en relation avec le monde des idées,
et c'est la seule façon dont l'esprit peut jouir de sa propre création. Mais tu m'as parlé de la science. Comment pratique-t-on l'expérimentation dans la vie de tous les jours? Le mot science vient de l'indo-européen sky, qui signifie couper, fendre quelque chose, le diviser en fragments. De là vient le verbe skire, qui signifie savoir, c'est-à-dire avoir connaissance des parties. Le mot sciente unit skire et ent, entité, sujet, c'est-à-dire le sujet ou l'entité qui réfléchit sur les parties. Il est intéressant et amusant de noter que le mot schizophrénie a la même origine que science. Schizophrénie égale skire, skire, déchirer, diviser, et phrène, signifiant entraille, intérieur, âme, c'est-à-dire ce qui déchire et divise l'âme. La science fait donc référence à ceux qui dissèquent, décomposent les choses afin de connaître les parties qui les composent. Vous avez en tête une idée de la science comme une institution intouchable, loin de l'humain ordinaire, alors qu'en réalité la science est l'art de comprendre les parties des choses et d'expérimenter avec elles. Donc, on pourrait comprendre que dans notre vie naturelle, humaine et quotidienne, nous avons l'occasion de mener nos propres expériences scientifiques. Et c'est très facile. La seule chose que tu dois faire, c'est te lancer dans une activité que tu n'as jamais pratiquée auparavant. Comme quoi? Essayer des choses que tu ne connais pas. Si tu n'as jamais peint, alors peins. Si tu n'as jamais joué d'un instrument de musique, alors joue-en en un. Si tu n'as jamais cuisiné, cuisine. Si tu n'as jamais fait de maths, fais des maths. Si tu n'as jamais joué à un jeu, joue. Si tu n'as jamais regardé une série, regarde-en une. Si tu n'as jamais nettoyé une maison, nettoie-la. Si tu n'as jamais lu un livre, lis. Si tu n'as jamais fait de jardinage, aménage le jardin. L'expérimentation ne doit pas nécessairement se faire en laboratoire. Les expériences scientifiques ne doivent pas nécessairement être approuvées par une entité internationale. L'expérimentation, c'est le fait de se mettre à l'épreuve dans des activités qui nous sortent du quotidien, de la routine, du confort, et qui nous apportent quelque chose de nouveau, une information inédite qui éveille en nous la sagesse. Je vois où tu veux en venir avec la proposition d'aujourd'hui. Je m'en doute, aujourd'hui, en lien avec le cœur, tu vas te fixer l'intention de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, de réaliser une activité, aussi minime soit-elle, dans un espace différent de celui auquel tu es habitué, mais qui t'apporte quelque chose de totalement nouveau et différent. Faire quelque chose de nouveau, de différent, d'unique, qui, aussi simple soit-il, n'en est pas moins important. Celui qui se ferme à l'expérimentation est un être figé dans la conscience, refusant l'évolution de son être et de son espèce. Chaque nouvelle action éveillera une impulsion qui éveillera une nouvelle émotion, et cette émotion sera la clé de ta sagesse. Car c'est l'émotion qui enregistre l'expérience, et c'est cette même émotion qui te permet de devenir le maître de ceux qui cherchent. C'est ainsi que je façonne mon émotion en expérimentant pour acquérir la sagesse et la partager avec le monde. Vis l'empirisme, la pensée donne intention de ce que tu es, et ce que tu es sera compris par la pensée, tout cela par l'expérience en action. Essai et erreur, c'est la véritable manière d'apprendre. Dans l'empirisme rationnel, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de jugement sur l'erreur, mais le chemin vers l'évolution après essai et erreur. Voici donc mon conseil pour ce que tu décides d'entreprendre comme expérience aujourd'hui. N'aie pas peur de te tromper, les erreurs sont la clé de l'apprentissage. Que la magie opère. L'essence de la praxis.